Et avant de vous laisser juste la parole, on a échangé rapidement au téléphone une petite anecdote sur Freddy Ballet, que tu as eu l'occasion de creuser chez Forestia. Oui, Freddy Ballet, alors je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont rencontré. Moi, j'ai rencontré une fois ou deux. Ce que je te disais en fait dans l'échange, c'est que je l'ai rencontré, je crois que ça devait être en 98, 99, au moment où Forestia se structurait, s'organisait. Et en fait, j'ai encore en tête l'homme qui est venu dans notre usine ce jour-là et qui, d'une façon, on va dire, totalement, indescriptible, était passionné par les flux, à passer son temps à regarder les choses, à sauter d'une chose à l'autre. Et ce que j'ai retenu, oui, c'est le regard de l'homme, sa passion, c'était quelque chose de franchement assez impressionnant. Donc, moi, j'étais plus jeune à l'époque et j'avais été vraiment impressionné par le personnage qui, chez Forestia, derrière, a continué on a un moment à lancer finalement la démarche du ligne qui a encore aujourd'hui, qui a été reprise ensuite, évidemment. La démarche continue longtemps et longtemps. Bon, il se trouve que l'événement après, j'ai perdu mon directeur d'usine 2-3 jours après parce que, bon, visiblement, il n'avait pas le niveau. Il y avait aussi ce côté assez fort dans le personnage, c'est-à-dire d'une conviction, mais aussi quelque chose d'assez puissant en termes de conviction et de leadership. Donc voilà, mon expérience. Merci à vous. Je vous laisse continuer, voir si cette expérience aussi tranchante dans le regard et dans les relations humaines a pu... qu'est-ce qu'il en sort 2 générations plus tard? On va essayer de se prêter à l'exercice. En fait, Péric nous a demandé, étant donné qu'on a des expériences différentes et on s'est rendu compte, mais Chloé va l'expliquer, qu'on avait ça en commun. Bon, de faire cet exercice, de partager ce qu'on a pu identifier finalement autour de la démarche du livre. Donc moi, Frédéric Philippot, donc je suis directeur Lean Manufacturing chez Forvia, alors anciennement Forestia, en fait, sur une division, la division finalement des composants métalliques du siège. J'ai fait toute ma carrière dans l'automobile. Donc ça fait 30 et quelques années. Et finalement, je suis passé, j'avais démarré en contrôle de gestion, ce qui est un peu, on va dire, atypique dans le parcours. Ensuite, je suis passé en logistique, je suis passé en production. Ensuite, directeur d'usine pendant une quinzaine d'années, en France, mais aussi au Mexique et en Pologne. Donc ça m'a permis d'enrichir un peu mon parcours et mon expérience et finalement de découvrir le Lean non pas par ma formation, mais finalement par l'expérience, par l'interaction, par la gestion des situations. Et franchement, je dirais le retour que je peux faire de ça aujourd'hui, c'est que 20 ans après, ça a été une opportunité formidable en termes de carrière, mais aussi en termes d'échanges interpersonnels, de pouvoir accéder à quelque chose qui finalement est très accessible pour quelqu'un qui n'est pas... Il suffit d'être intéressé, d'être logique, de prendre le temps, d'écouter, et finalement on arrive à faire des choses assez formidables. Donc je dirais aujourd'hui, je considère que c'est un capital personnel, mais aussi collectif dans l'entreprise dans laquelle je suis. Forestia, certains d'entre vous le savent peut-être, mais bon, au moment où je suis rentré, c'était 15 000 personnes. Maintenant, c'est 150 000, 170 000, avec 250 usines dans le monde. Et finalement, ce déploiement, il s'est fait grâce finalement au système de production, qui était finalement, on va dire, pas un copier-coller, mais une inspiration très forte, grâce à des gens comme on a pu citer, qui ont importé cette façon d'organiser nos flux, d'organiser notre activité. Donc voilà mon expérience et on va essayer de continuer là-dessus. Et on ne va pas passer notre temps à parler d'outils, on va plutôt essayer de parler d'autres choses et on verra si ça vous intéresse. Enchantée. Moi c'est Chloé Philippot, je travaille chez No Parking. Donc, je suis chef de projet marketing et communication. No Parking, c'est une entreprise qui est basée à Lille. C'est une entreprise éditrice de logiciels en gestion pour les entreprises.
Donc notre logiciel principal, c'est OpenTime, qui est un logiciel de gestion du temps et de suivi d'activité. En fait, on travaille en appliquant les principes du lean management beaucoup chez NoParking. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas tout de suite fait le lien quand j'ai commencé à travailler chez NoParking sur le fait qu'on travaillait tous les deux en lean. En fait, le lien qu'on a eu, c'est à force de raconter nos journées et de se rendre compte que voilà, ça se rapprochait quand même beaucoup. De se rendre compte qu'on avait des débats sur les similarités, aussi sur les différences du lean, que ce soit en termes de secteur d'activité qui est différent entre l'automobile et l'IT, et puis en termes aussi de génération et de la manière dont on l'applique. Dans génération, j'entends aussi les attentes par rapport au travail, les différentes préoccupations qui, elles, peuvent chambouler la manière dont le lean est appliqué en entreprise. Et du coup, sur ce sujet-là, on avait envie de partager avec vous cette question qui... finalement, avec les enjeux actuels de la société, notamment en termes de génération, comment le lean peut traverser les générations. Et donc la première question, je me tourne plutôt vers toi, c'est quels sont les freins, selon toi, à la transmission du lean en tant que canal historique à travers les générations? Donc, comme vous pouvez voir affiché, en fait, un des premiers freins, alors c'est un frein, on verra, ça n'est pas qu'un frein, c'est l'utilisation des outils digitaux. On sait que, en fait, dans les générations maintenant sont ultra... Ouais, ça c'est bien aussi. Ouais. Oui, voilà, vous m'entendez. Les générations, les nouvelles générations, alors nous sommes tous très très connectés aujourd'hui, multitasking, travail à distance, etc. Et quand on revient finalement et qu'on repense au lean, canal historique tel qu'il était finalement développé au départ, on est très shop floor, on est très terrain, on est très finalement accroché au lieu, c'est les Gemba, le lieu, les data, le real time, etc. Et en fait, ce que je pense aujourd'hui, c'est que considérant que l'essence même du lean au départ, qui est de faire réfléchir, on n'apporte pas une solution, on essaie de développer les gens, on essaye de les amener à trouver eux-mêmes finalement leurs convictions et à trouver la solution, on a potentiellement un risque finalement d'opposition entre les nouvelles générations qui veulent aller vite, qui n'ont pas forcément d'attachement au lieu. Et en fait, j'ai pu constater dans certains cas que ce risque n'était pas neutre et qu'il fallait vraiment y faire attention. Donc ce que j'ai pu voir, c'est que dans cette notion-là que j'essaye d'expliquer à l'instant, là, certains l'aperçoivent parce qu'ils savent très bien de quoi je parle quand je parle de Gemba, mais avec les nouvelles générations, des fois on a du mal à expliquer que finalement l'importance du terrain, l'importance du lieu, l'importance des faits, et qu'on ne peut pas s'en détacher, et c'est un des risques des outils digitaux. Après, même s'il y a un peu d'éloignement du terrain, je pense que si on a un risque de perdre une partie en digitalisant, on n'a pas non plus le risque de tout perdre, parce que déjà on peut garder une partie des choses en papier, et puis il y a des rituels qui peuvent être un peu digitalisés d'une certaine manière. Je pense du coup à des exemples chez NoParking, notamment alors nous les Kanban, donc les tâches qu'on a à faire sont totalement digitalisées parce qu'on a une partie de notre logiciel qui nous aide à ça, donc sur ça c'est très pratique. Et puis on a une autre partie sur le Kaizen, donc plus sur les objectifs à long terme, qui reste sur un papier qu'on a sur le mur au bureau, parce que je pense pour deux choses. Déjà pour l'avoir toujours sous les yeux, comme ça on peut toujours se projeter sur ça, et puis aussi pour le côté rituel, un peu le symbole de se dire voilà, on a un Gemba Kaizen toutes les 3 semaines, donc finalement on y repense et on se projette dans cet endroit dans lequel devant ce papier on a tendance à aller pour faire le Gemba. Après, malgré ça, ayant eu aussi cette version papier, on a quand même une salariée chez nous qui est en total télétravail, et elle, ce tableau il est digitalisé parce qu'il s'est inspiré de ce tableau-là, il est digitalisé et il y a des points visio pour ces échanges-là. Donc je pense qu'il y a quand même des choses on peut conserver le rituel même en digitalisant. C'est clair. Et après, je sais pas du coup si toi t'as fait face déjà à des remises en cause du lean par rapport à des outils digitaux. Alors remise en cause pas forcément, mais vigilance, comme je disais, je voulais illustrer avec deux exemples. En Pologne, assez récemment, en fait, j'ai eu le cas où finalement j'ai essayé de comprendre dans une usine
parce que j'avais pris la charge de cette usine pendant 1 an et demi, comprendre en fait quelles étaient les routines des superviseurs, comment ils fonctionnaient, c'était quoi finalement l'organisation qui faisait qu'on challengeait le terrain, parce qu'on était sur des performances assez faibles. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on avait des superviseurs assez jeunes, pour une partie d'entre eux, qui n'avaient peut-être pas été formés tout à fait comme il faut. Et j'ai constaté finalement que leur bureau était à 150 mètres de leur ligne d'assemblage. Et en fait, en cherchant un petit peu, on se rend compte que oui, il y a eu des challenges. À un moment donné, on a manqué de surface, on a déplacé les bureaux. Les bureaux se sont retrouvés à côté de l'accueil, les lignes d'assemblage à 150 mètres. Et ce qui s'était organisé, c'était qu'ils avaient une kyrielle de caméras. Et ils avaient dans leur bureau des caméras pour finalement observer leur ligne de fabrication. Ils avaient aussi les partboards de relever des lignes de fabrication, et ça leur allait très bien. Donc c'est juste un gag, parce que finalement, quand on revient finalement à leur rôle, en fait, ils relevaient les compteurs et puis regardez ce qui se passait. Donc là, on est typiquement finalement dans un risque. Si le management n'est pas vigilant par rapport à ça, on finit par s'installer finalement à distance du terrain, et on finit par perdre l'essence même finalement de ce qu'on cherche, c'est-à-dire de réagir, d'animer, de faire réagir les équipes. Donc ça j'avais vu ça, c'est pas vieux, c'était il y a 6 mois, 1 an. Et donc du coup, évidemment, on a fait de la place, on a ramené le bureau, et puis on a formé à nouveau ces équipes. Deuxième expérience que j'ai pu voir au Mexique, où finalement, dans une même journée, on avait 2 situations assez intéressantes, et qui m'ont assez marqué, où en fait on avait le matin, c'était pendant le Covid, donc on était tout à distance avec les équipes, et le matin on avait un coaching avec un retraité de chez Toyota. Effectivement, quand ils sont retraités, ils parlent plus facilement, qui nous faisait un coaching en fait sur comment on appelait ça, sur le comment optimiser nos lignes, comment challenger les équipes, etc. etc. Donc c'était en remote, et ça c'était l'après-midi. Et le matin, on avait autre chose sur d'autres lignes de fabrication, où on travaillait avec les équipes en Europe pour essayer de trouver, les équipes digitalisation, pour essayer de trouver ensemble quels étaient les bons outils qu'on allait utiliser pour mettre en place des tableaux de bord efficaces, pour mettre en place des Pareto, pour essayer d'utiliser toutes les datas qu'on collectait sur nos lignes, les pertes de TRS, les aléas, les variabilités, toutes les choses qu'on peut capter. Et ce qui était assez intéressant, c'est que on a tourné un peu en rond pour savoir comment mettre en forme nos données pour finalement définir des plans d'action. Et l'après-midi, alors j'avais demandé aux équipes mexicaines de préparer le coaching avec notre ami japonais qui lui était en Californie, et qui finalement... nos amis mexicains avaient fait 8 heures d'observation de leur ligne d'assemblage. Ils avaient 10 pages finalement de problèmes, de choses qu'ils pouvaient régler, etc. Et donc quand on a commencé le coaching l'après-midi, on a eu cet échange avec notre sensei japonais là, qui nous a dit, bon non, vos 10 pages, vous laissez tomber, vous mettez vos chaussures, vous allez dans l'atelier. Et puis, lui, il était en Teams, et puis il regardait, et puis au bout de 5 minutes, il nous dit, ça fait combien de temps? Bon, 5 minutes. Bon, 1 minute plus tard, ça fait combien de temps? 6 minutes. Allez, vous rentrez tous en salle. Et en fait, il leur a tout simplement dit, les gars, vous avez noté quoi? Parce que c'était des machines avec des temps de cycle à 6 secondes, donc on avait quand même pas mal de cycles d'observer. Et il nous dit, vous avez assez. Vous avez assez de choses, vous avez tous 2-3 points de notés. Vous refaites ça demain, mais vous avez assez de choses pour aujourd'hui. Donc cherchez pas, en fait, à mettre en forme, à trouver les choses que vous avez réglées. Observez, réglez aujourd'hui, demain les actions, mais vous n'avez pas besoin de créer des bases de données de folie. Donc c'était juste intéressant, et ça m'a marqué, parce que c'était le même jour. Bon, donc c'est juste pour dire que parfois, l'idée c'est pas de dire que les outils digitaux c'est n'importe quoi, au contraire, c'est une opportunité formidable en termes de productivité, de standardisation,
Mais parfois, finalement, il faut faire attention que l'exhaustivité, c'est pas l'idée, mais la capacité à emmener les équipes, à les faire observer, c'est d'une puissance qui est forcément très importante. Et un point de vigilance avec les nouvelles générations qui finalement voient tout par l'écran. Dans certains cas, il faut poser le téléphone, il faut poser l'écran, il faut prendre un crayon, voilà, on prend le téléphone et on note, mais on n'est pas obligé d'avoir des données surtout, même si les données sont d'une puissance redoutable sur plein de choses. Donc voilà, c'était juste deux choses qui illustraient ce chose-là. Et toi, dans l'IT, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ça? J'aurais pas des exemples aussi... aussi précis. Nous, en fait, dans l'IT, c'est assez marrant parce que du coup, on travaille dans l'IT et en plus de ça, on utilise les outils digitaux, donc je pense qu'il y a un petit peu une complémentarité. La raison pour laquelle on utilise du Lean dans l'IT, elle est aussi assez sympa parce qu'en fait, dans l'IT, dans le software, dans les logiciels, on a plutôt tendance à utiliser les méthodes agiles qui viennent de l'extreme programming, et c'est plutôt les méthodes qui sont appliquées à première vue. Et une des raisons pour lesquelles on fait du Lean chez nos parkings, c'est les Kanban, tout simplement. Le fait de livrer à chaque features en small batch et non pas par sprint régulier, parce que ça peut parfois avoir tendance à ralentir la livraison des améliorations clients, et puis aussi de pouvoir avoir les retours clients. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir livrer à chaque features. On a aussi cet aspect dans le Lean de faire grandir les personnes qui n'est pas trop présent dans la méthode agile. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'utilise chez nous. Et puis en termes d'opportunités, tout à l'heure tu parlais des opportunités des outils digitaux. Moi j'en vois une très forte quand même dans ce que je fais en étant parfois en contact avec les clients. C'est que les outils digitaux, ça permet quand même d'avoir certains retours clients qu'on n'aurait pas eu autrement. Parce que, notamment, les outils de visioconférence qui ont été développés qui sont beaucoup mis en place pendant le télétravail avec le Covid, ça permet d'avoir des échanges avec les clients où avant, ils n'auraient pas eu tendance à accepter un échange parce qu'ils pensent que ça prend trop de temps, qu'on s'organise, qu'on vienne jusqu'à eux. Mais moi, j'ai des visios avec eux, ils me font des retours, ils peuvent me parler des bugs, ils peuvent me parler d'améliorations qu'ils auraient aimé, que sinon ils n'auraient pas pensé. Ça leur permet de réfléchir à ça. Et puis il y a cet aspect aussi d'être parfois plus à l'aise derrière un écran qu'en face-to-face. Des fois, les échanges en visio, on a l'impression qu'on est plus à l'aise avec la personne en face. Et je pense vraiment que les clients ont tendance à nous ramener comme ça des infos qui sont très intéressantes pour nous, pour s'améliorer, ce qui sert aussi au Lean. C'est votre shop floor, vous. Ouais, carrément. Après, je pense que dans tout ça, il y a tout un aspect dans le Lean où ça remet pas en cause finalement les outils digitaux ne remettent pas forcément en cause les principes du Lean fondamentaux. Il y a juste tendance faut les digitaliser, mais d'une manière assez intelligente finalement. Alors je passerai bien à un autre sujet. Au-delà des outils digitaux, est-ce que pour toi il y a d'autres caractéristiques qui représente un frein potentiel à la transmission des principes du Lean avec les nouvelles générations? Alors, d'une nature différente, en fait, le deuxième point que moi j'ai pu noter comme étant une difficulté ou un challenge, c'est l'instabilité des équipes. C'est vrai que, comme on le sait, le Lean, c'est une démarche, c'est pas une méthode, en fait. Donc, à partir de là, tout est orienté vers la capitalisation de l'expérience. Jamais effectivement on se donne une solution, mais on la cherche. C'est ce que je disais un petit peu avant, je me répète, mais c'est un investissement dans les gens pour les intéresser à l'amélioration continue, pour les former à résoudre des problèmes. C'est véritablement un parcours qui n'est pas compatible avec un switch tous les 6 mois. On est sur des années, en fait. On est sur des années. Et c'est après quelques années, finalement, qu'on se rend compte de l'expérience qu'on a acquise. Alors, c'est pas propre au Lean, je pense que c'est propre à plein de choses. Mais dans le Lean, c'est très prégnant. Et ça ne fonctionne pas, ça fonctionne mal avec, finalement, des turnovers très forts. Donc, une des difficultés que je vois aujourd'hui, en ce qui me concerne, même si, à contrario, et si on fait le lien avec le premier point, les outils digitaux, dans certains cas,
sont des aides formidables, finalement, à compenser ce risque d'instabilité des équipes. Parce qu'on peut standardiser des choses grâce au digital et les rendre relativement accessibles à des nouvelles générations parce qu'elles sont digitalisées, qu'elles ne sont pas cachées dans le fond d'un bouquin, et qu'on arrive à développer des outils qui sont accessibles et qui finalement standardisent et permettent une continuité des pratiques. Mais dans une situation où le turnover est fort, où on a une difficulté finalement à investir dans l'apprentissage, c'est une vraie difficulté, c'est un enjeu majeur pour le maintien finalement du mindset du lean et pas simplement la surface. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. J'ai pu voir par exemple quand j'étais au Mexique des turnovers au-delà de 10% par mois. Et quand on est au-delà de 10% par mois, c'est vraiment très compliqué finalement de réussir à maintenir ça. Donc c'est vrai que dans un cas comme ça, ce qu'on avait fait, alors pour des raisons différentes, parce que là on n'est pas forcément sur une instabilité, on va dire la quête de sens, on est parfois purement sur des raisons économiques, étant donné que les gens ont besoin de bouger pour évoluer, et finalement c'est un peu la seule façon d'évoluer. C'est pas à l'américaine, mais c'est très vite aussi. Et là, il y a vraiment un enjeu majeur pour les entreprises de réussir à penser d'abord stabilité avant, finalement, de penser développement du lean. Parce que s'il n'y a pas de stabilité, il y a un problème, finalement, de stabilité de ces méthodes. Et ça peut tomber très vite. Ouais, et ta réflexion, c'était que si c'est pareil pour les nouvelles générations, ça peut être compliqué de fonctionner dans la durée, d'appliquer... Ouais, alors moi je l'ai vu au Mexique, et je pense que c'est pas qu'un sujet de génération, mais j'ai pu le voir en Pologne récemment. Là, on est sur un sujet plus de génération. Quand on a 2% de chômage, en fait, c'est super facile, et les équipes peuvent s'envoler en l'espace de 6 mois, et c'est très compliqué. Ouais. Après, je pense aussi que moi je le vois comme ça, en tout cas de ma génération, c'est que le lean, ça peut aussi apporter du sens. Donc peut-être que c'est un peu contradictoire, mais d'une certaine manière, pour moi, le fait de fonctionner en lean, ça peut donner du sens parce que, sachant que c'est une recherche assez présente dans ma génération d'avoir tendance à chercher le sens de l'entreprise, la culture d'entreprise, le fait d'avoir une culture d'entreprise forte que peut apporter le lean et de pouvoir capitaliser sur soi, d'avoir dans cette idée de progresser et la mise en avant de l'autonomie. Je pense que ça, c'est une recherche aussi qui est très parallèle et en fait qui parle vraiment avec cette idée de recherche de sens. Pour l'exemple de mon Kaizen, pour le faire court, l'idée derrière mon Kaizen, c'est d'apporter des nouveaux leads, des opportunités clients qualitatives à l'équipe commerciale. Sur ce point-là, moi, c'est mon premier emploi, donc je cherche, je n'ai pas forcément toutes les solutions, et c'est grâce au lean que j'ai la possibilité de faire ça, c'est-à-dire que je propose des solutions, je les teste, si ça n'aboutit pas, on va chercher autre chose, on cherche de nouvelles choses, que ce soit sur du mailing, que ce soit sur des campagnes ça pourrait être de la publicité, des choses comme ça. Le lean me permet de chercher des choses et du coup d'être autonome sur toutes ces possibilités-là, cette recherche de solutions. Je pense que sur la dimension qui est humaine, les échanges, l'apprentissage, la flexibilité, et puis toute cette écoute active qui est au centre de la démarche lean, c'est vraiment des notions qui amènent à l'autonomie et à la responsabilisation de chacun. On se sent utile d'une certaine manière dans l'entreprise. Alors, je dirais pas que c'est une solution à tout, parce qu'évidemment c'est ce côté un peu ennui, bore-out qu'on entend pas mal. J'imagine que sur des chaînes de production, ça donne pas la solution à tout au niveau de l'ennui, mais ce qui est intéressant, ça reste que on se sent peut-être responsable, et ça valorise le côté humain par rapport au côté un peu machine, de se dire voilà, je sers à quelque chose et je fais progresser. Donc c'est clair. Donc juste effectivement sur ce point-là, je pense que vraiment il y a un enjeu majeur sur la stabilité, l'attractivité, pour finalement être sûr qu'on va réussir à investir comme il faut. Ça peut pas être déconnecté. On peut pas ne pas faire attention à la stabilité, sinon ça ne peut pas marcher. Donc après, effectivement, est-ce que c'est attractif ?
pourquoi pas. Ça peut l'être dans certains secteurs. Ça m'amène directement à la transition vers la troisième partie, la partie développement durable. Alors on est dans la quête de sens, mais on est aussi dans l'époque, le siècle peut-être, je ne sais pas, qui finalement verra la révolution dans le domaine. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur comment toi tu le vois? Ouais, on a parlé de turnover, on a parlé d'outils digitaux, mais je pense qu'un aspect qui est très présent, un enjeu, une problématique capitale en ce moment, qui l'est pour ma génération, mais qui devrait l'être pour tout le monde, c'est la démarche environnementale. L'idée, c'est de faire mieux pour la planète. Et de faire mieux, parfois, ça veut dire faire plus. Il faut agir, il faut faire des choses, mais je pense que ça veut aussi dire parfois faire moins. Peut-être produire moins, produire d'une autre manière. Et se faire moins, ça résonne pas mal avec le côté lean, qui veut dire maigre, hein, si on prend le mot littéralement. Je sais pas si tu penses que ça peut permettre de donner du sens aux jeunes aussi. Ouais. Moi, je pense effectivement que au niveau du lean, on a beaucoup développé, alors pour des raisons au départ économiques, hein, cette idée qu'on peut économiser les ressources, on peut finalement tout optimiser, améliorer au quotidien, mobiliser les équipes vers l'utilisation de moins de surface, la réduction des distances, la réduction du temps, la réduction des ressources main-d'œuvre, la réduction finalement, ou l'optimisation à chaque fois de l'utilisation de la matière. Mais c'est le fondement même hein, d'un flux de production dans l'automobile, c'est que quelque part on ne change pas le takt time, mais l'objectif c'est en permanence de réussir à allouer moins de ressources finalement à ce qu'on a à faire, parce qu'on ne va pas vendre 50% de plus. En fait, on a quelque chose à faire et si on arrive à optimiser nos coûts, on arrivera à vendre plus. Mais au départ, on ne fait pas du volume en plus, on fait de la baisse de coûts pour finalement améliorer la satisfaction du client. Et à la fin de l'histoire, on arrive à mobiliser les équipes autour de cette optimisation permanente. Et je pense que les mêmes compétences qui sont celles qui ont été développées pour faire cette optimisation, naturellement, sont des compétences qui peuvent continuer d'être développées avec des nouvelles générations au service finalement de moins de pollution, moins de consommation d'énergie, moins de consommation d'eau, etc., etc. Donc je pense que l'idée même d'économiser, d'optimiser, d'en faire finalement quelque chose de culturel est quelque chose qu'on peut très bien continuer de développer vers le développement durable. Même dans les entreprises qui ne sont pas forcément des gros pollueurs à première vue, parce que nous, on a une production plutôt immatérielle, mais ça ne veut rien dire, hein. Ça peut être derrière, dans la consommation des serveurs, tout ça. Même dans ces entreprises-là, on trouve toujours quelque chose à faire pour la planète. On peut toujours faire mieux. Et c'est ce qu'on a fait chez nous. Il y a une personne, Léa, qui est graphiste, son Kaizen, c'est un Green Kaizen. Donc son objectif, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire mieux chez nos parkings à ce niveau-là et comment on peut en parler autour de nous aussi pour partager nos recherches. Dans ce cas de ce Green Kaizen-là, on avait notamment fait notre bilan carbone et puis après le but c'était mais comment on peut utiliser notre bilan carbone pour servir à quelque chose derrière, sachant qu'on n'avait pas des grosses actions à faire, on n'avait pas une grosse diminution quelque part. Donc on a notamment mis en place l'idée qu'on pouvait peut-être aller jusqu'au client, faire savoir au client. Donc à ce niveau-là, on a mis en place sur nos factures, sur chaque facture, les clients ont une ligne où il y a écrit quelle est leur empreinte carbone qui découle de l'utilisation de notre logiciel. Donc ça c'est sympa parce que ça va jusqu'au client, donc en fait ça embarque tout le monde. Et après on a plein d'autres choses, parce que c'est du coup une démarche assez globale au niveau du Lean qu'a mis en place Léa. Le fait de chercher des données, savoir combien on consomme en termes d'électricité, ça a permis de réduire la consommation, de se rendre compte qu'il y avait un ordinateur qui consommait plus que les autres, voir comment on pouvait réduire sa consommation, voir la consommation des serveurs aussi, et puis voir ce qu'on consommait chez nous de manière générale. Et ça embarque tout le monde jusqu'à combien consomme la cafetière. Donc c'est assez sympa aussi parce que ça embarque tout le monde. Ouais, je pense que c'était ça aussi que tu disais sur la démarche un peu positive. Donc dans l'idée, oui,
c'est effectivement la même chose. Je pense que dès lors qu'on arrive à développer une démarche positive, qu'on en fait une culture et qu'on arrive à faire en sorte qu'on n'est pas sur simplement des obligations ou des règles à appliquer, on arrive à mettre les équipes en dynamique. Et je pense vraiment, on a pu le voir finalement ces 2 dernières années un peu partout, et dans l'Europe de l'Est, c'était les augmentations de coûts d'énergie en République tchèque, c'était multiplié par 10. L'électricité en Pologne, c'était par 3 ou 4, plus que ça, pour le gaz. Donc on a des pays, par exemple, comme la Pologne, qui a l'empreinte carbone la plus terrible de la planète. L'électricité en Pologne, c'est fait avec du charbon qui vient de Russie en grande partie, et c'est quelque chose de complètement terrible. Donc c'est vrai, quand on voit et qu'on montre en fait aux équipes, alors ils ne peuvent pas changer l'empreinte, le mix énergétique de leur électricité. Par contre, quand on mobilise et qu'on explique aux équipes à quel point c'est un enjeu finalement important, parce que l'usine elle est 10 fois plus impactante que les autres en Europe, même en France particulièrement, ou le Portugal par exemple, qui ont un mix carbone qui est vraiment très bon. En fait, c'est quelque chose qu'on peut finalement développer au-delà de l'entreprise et utiliser finalement l'amélioration continue au quotidien, l'utilisation de KPI quotidien sur les mesures on va dire de consommation de telle machine, de tel on va dire équipement, et c'est quelque chose où moi j'ai trouvé depuis 2 ans, on a réussi à faire des progrès assez phénoménaux. Alors sans doute que c'était le parent pauvre de certains axes finalement de travail dans certaines entreprises, mais ça a réveillé un peu tout le monde, et je pense qu'on a là un terrain de jeu vraiment intéressant avec les nouvelles générations. Ouais, et il y a dans ce côté un peu on embarque tout le monde. Moi, je ferais un parallèle avec une démarche un peu plus personnelle plus associative à côté du travail, mais qui impacte aussi mon travail. Je suis bénévole dans une association qui s'appelle 2 tonnes. Donc 2 tonnes pour 2 tonnes équivalent d'émissions carbone par personne et par an, qui est l'objectif qu'on doit atteindre. Je ne sais pas si vous connaissez la fresque du climat, mais c'est un peu dans cette idée-là, c'est un atelier collaboratif, et l'intérêt de ces ateliers-là, en fait, un peu comme dans le Lean, c'est pas de donner la solution. Les personnes n'arrivent pas, on leur donne la solution, en fait, on les embarque parce que on les amène à se poser les bonnes questions. On leur pose des questions, et puis, en fait, derrière, eux vont choisir ce qu'ils ont envie de faire au quotidien, que ce soit dans leur entreprise, que ce soit personnellement. Et ça, je pense que c'est super intéressant, parce qu'en fait, la manière dont tu as envie de t'investir, c'est quand tu vois que ça sert à quelque chose et quand tu l'as découvert par toi-même. Donc il y a ce côté autonomie, il y a ce côté donner envie d'agir au quotidien. Et un autre parallèle par rapport à ça, c'est aussi, je trouve, le lean, c'est une mentalité, c'est une culture, et c'est un sujet qui est transversal dans l'entreprise. On ne fait pas des actions dans l'objectif du lean, on fait des actions dans une démarche lean, et en fait ça amène à faire des choses, et je pense que finalement l'écologie ça doit être pareil, ça doit être partout, et on doit faire des choses tout en gardant en tête cette démarche environnementale, et ça fera partie de la culture d'entreprise, et il faut que ça fasse partie des cultures d'entreprise en général. Ok, donc là on arrive à la fin, hein. Donc en fait l'idée, on vous a parlé un petit peu, on a essayé d'identifier des axes qui étaient finalement ceux des générations actuelles, hein, le digital, la partie finalement turnover, instabilité, quête de sens, et puis la partie environnement. Et alors il n'y a pas vraiment de conclusion, mais je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit bien qu'on est capable d'évoluer, on est capable de faire avancer et d'adapter finalement le lean, afin d'en faire quelque chose qui supporte ces évolutions, avec des enjeux toujours de vigilance pour qu'on arrive à accrocher les nouvelles générations. Donc, 2 expériences complètement différentes, et on a essayé de trouver le point commun. Voilà.